Le milliardaire se vantait. « Ma femme est sûrement vierge. » Mais lors de leur lune de miel, il découvre qu'elle n'a jamais été innocente. La vérité le détruit dès la première nuit de leur mariage de luxe. Ce qui était de l'amour devient un scandale. Et le monde entier en parle. Si cette histoire vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Nous continuons. François ajusta sa cravate en soie italienne pour la 3e fois devant le miroir du luxueux restaurant Le Noir. Ses doigts, habitués à signer des contrats de plusieurs millions et à mener des négociations complexes, tremblaient légèrement. Cette nervosité était nouvelle pour lui qui, à 45 ans, avait déjà conquis plus qu'il n'avait rêvé dans sa jeunesse. Le maître d'hôtel s'approcha avec sa discrétion habituelle. « Monsieur Dupont, mademoiselle Élise vient d'arriver. » François respira profondément, essayant de contenir l'anxiété qui le consumait depuis qu'il l'avait vue pour la première fois à la bibliothèque municipale, 3 mois auparavant. Élise traversa la salle d'un pas hésitant, comme si elle demandait la permission à l'air lui-même d'exister. Elle portait une robe bleu clair, trop simple pour cet environnement sophistiqué, mais qui s'accordait parfaitement avec sa nature délicate. Ses yeux, couleur de miel ancien, parcouraient l'espace sans vraiment trouver un endroit où se poser. « Tu es magnifique », dit François, en tirant la chaise pour elle. Élise rougit, une rougeur douce qui commençait au cou et montait jusqu'aux pommettes. Elle murmura un remerciement presque inaudible, ses doigts jouant nerveusement avec la serviette en lin. Le sommelier s'approcha pour suggérer des vins, mais François le congédia d'un geste. Il savait qu'Élise ne buvait pas, un détail de plus qui l'intriguait et l'enchantait. Elle était différente de toutes les femmes qu'il avait rencontrées lors de ses voyages à travers le monde, dans ses fêtes extravagantes, dans sa vie d'excès calculé. « Comment va ta mère » demanda-t-il, sincèrement intéressé. Élise leva les yeux du menu qu'elle faisait semblant de lire. « Elle est stable. Les médecins disent que le nouveau traitement pourrait aider. » Sa voix portait le poids d'années dédiées exclusivement aux soins maternels. François observait chaque détail. La façon dont elle tenait les couverts avec une délicatesse excessive, comme si elle craignait de les casser. La manière dont ses yeux se détournaient chaque fois que le silence se prolongeait. La façon dont ses petites mains s'entrelaçaient quand elle était nerveuse. Pendant le dîner, ils parlèrent de livres, le seul sujet qui faisait briller ses yeux, avec une véritable passion. Élise travaillait comme restauratrice de livres anciens à la bibliothèque, un emploi qui semblait avoir été fait sur mesure pour quelqu'un qui préférait la compagnie des pages jaunies à celle des gens. « Tu n'as jamais pensé à écrire ?» demanda François, remarquant comment elle décrivait avec poésie même les taches de vieillesse sur les parchemins. Élise sourit, un sourire contenu qui touchait à peine ses lèvres. « Parfois, mais je n'ai jamais eu le temps. » Ou le « courage ». Cette réponse frappa François comme une révélation. Élise n'était pas seulement timide ou réservée. Elle était comme un livre qui n'avait jamais été ouvert, des pages blanches attendant d'être remplies d'histoires propres. À la fin de la soirée, quand il l'accompagna jusqu'au taxi, François prit une décision qui changerait la vie des deux. Ce ne serait pas juste un autre rendez-vous, une autre histoire dans sa collection de romances passagères. Élise méritait plus, et pour la première fois, il se sentait capable d'offrir quelque chose au-delà de la superficialité qui avait marqué ses relations précédentes. « Est-ce que je peux te voir demain ?» demanda-t-il, sa voix plus vulnérable qu'il ne l'aurait voulu. Élise hésita pendant un moment qui sembla éternel. Puis, dans un murmure qui portait autant de peur que d'espoir, elle répondit « Oui ». Le taxi partit, emportant Élise dans la nuit parisienne, laissant François debout sur le trottoir avec une certitude qui l'effrayait et le fascinait. Il avait trouvé quelqu'un qui, sans presque rien dire, disait tout ce qu'il avait besoin d'entendre. C'était le début de quelque chose que ni l'un ni l'autre ne savaient encore comment définir, mais qui commençait déjà à les transformer silencieusement. Les rencontres se multiplièrent dans les semaines suivantes, chacune d'elles révélant de nouvelles couches de cette femme qui semblait avoir vécu toute sa vie entre les lignes de l'existence. François découvrit qu'Élise avait un talent spécial pour restaurer non seulement des livres, mais aussi des moments. Elle transformait chaque instant partagé en quelque chose de précieux, unique. Un dimanche après-midi, il la surprit à la bibliothèque. L'endroit était fermé au public, mais Élise y allait toujours le dimanche pour travailler sur des projets spéciaux. Il la trouva penchée sur un ancien volume de poésie,
ses doigts habiles cousant délicatement la reliure, usée. « Comment es-tu entré ici ?» demanda-t-elle, effrayée par sa présence soudaine. François sourit, montrant une autorisation spéciale qu'il avait obtenue auprès du directeur de la bibliothèque. « J'ai apporté quelque chose pour toi, » dit-il, plaçant sur la table une boîte en bois sculptée. Élise ouvrit la boîte avec le même soin qu'elle consacrait aux livres les plus fragiles. À l'intérieur, elle trouva un ensemble de pinceaux de restauration importés d'Italie, des instruments dont elle avait toujours rêvé, mais qu'elle n'avait jamais pu acheter. Ses yeux se remplirent de larmes contenues. « François, c'est trop, » murmura-t-elle, touchant les pinceaux comme s'ils étaient en cristal. « Rien n'est trop pour toi, » répondit-il, se rendant compte que c'était la première fois qu'il la voyait vraiment émue. Ils s'assirent ensemble dans l'un des coins les plus isolés de la bibliothèque, entre des étagères qui gardaient des histoires centenaires. Élise commença à parler de son enfance, de comment les livres étaient devenus son refuge quand sa mère était tombée malade. « J'avais 15 ans, » raconta-t-elle, sa voix presque un murmure. « Soudain, j'ai dû être adulte. Il n'y a pas eu de temps pour autre chose. » François écoutait, sentant son cœur se serrer à chaque révélation. Élise n'avait jamais eu de petite amie, n'avait jamais voyagé au-delà des limites de la ville, n'avait jamais expérimenté la liberté que la jeunesse devrait procurer. Sa vie avait été un éternel acte d'abnégation. « As-tu déjà pensé à comment ce serait de vivre différemment ?» demanda-t-il, choisissant ses mots avec soin. Élise resta silencieuse pendant un long moment, ses doigts jouant avec les pages d'un livre proche. « Parfois, quand je restaure un livre très ancien, j'imagine les histoires qu'il pourrait raconter au-delà de celles qui sont écrites, » commença-t-elle, sa voix prenant un ton rêveur que François n'avait jamais entendu auparavant. « Je pense aux personnes qui l'ont lu, aux endroits où il a été, aux vies qu'il a touchées. Et je me demande si je ne pourrais pas avoir d'autres histoires au-delà de celles que je vis. » Cette confession, si sincère et vulnérable, fit prendre à François une autre décision importante. Il sortit de sa poche une petite boîte en velours bleu. Élise retint sa respiration, ses yeux fixés sur l'objet qui représentait bien plus qu'une simple demande. « Je sais que cela peut sembler précipité, » dit-il, ouvrant la boîte pour révéler une bague délicate avec une seule perle. « Mais quand on trouve quelque chose de vrai, pourquoi attendre ?» Élise regarda la bague, puis François, et à nouveau la bague. Ses mains tremblaient légèrement. « Je n'ai jamais... Je ne sais pas comment, » bégaya-t-elle, les mots s'en mêlant avec l'émotion. « Tu n'as pas besoin de savoir, » répondit François doucement. « Nous pouvons découvrir ensemble. Chaque page blanche de ta vie peut être remplie de nouvelles histoires, nos histoires. » Le silence qui suivit était différent de tous les autres qu'ils avaient partagés. C'était un silence plein de possibilités, de promesses non dites, d'avenir encore non écrit. Élise tendit la main, permettant à François de glisser l'anneau à son doigt. « Oui, » murmura-t-elle, et dans ce seul mot était contenu tout le courage qu'elle avait gardé pendant des années. C'était plus qu'une acceptation de mariage. C'était une acceptation d'elle-même, une permission de commencer enfin à vivre. Le mariage fut intime comme Élise le souhaitait. Seulement quelques personnes proches réunies dans une chapelle ancienne à la périphérie de Paris. Les murs séculaires témoignèrent de l'union de deux âmes qui, bien qu'à des moments différents de la vie, avaient trouvé l'une dans l'autre ce qu'elle ne savait pas qu'elle cherchait. La mère d'Élise ne put pas venir, son état ne permettait pas les déplacements. Mais à travers un appel vidéo, elle vit sa fille faire le premier pas vers une vie propre. Ses larmes, mêlées à un faible sourire, portaient un mélange complexe de joie et de culpabilité. François avait planifié chaque détail de la lune de miel avec un soin méticuleux. Il choisit une île privée aux Maldives, un paradis où Élise pourrait s'épanouir loin des regards du monde. Le bungalow sur les eaux cristallines semblait sorti d'un rêve qu'elle n'avait jamais osé avoir. La première nuit, alors que le soleil se couchait en peignant le ciel de teintes impossibles, Élise se tenait debout sur la terrasse, ses mains agrippées à la rambarde avec assez de force pour laisser les jointures de ses doigts blanches. François s'approcha par derrière, l'enveloppant dans une étreinte douce. « Tout va bien ?» murmura-t-il à son oreille. Élise frissonna légèrement, non de désir, mais d'une peur ancestrale qu'elle-même ne comprenait pas totalement. « Tout est si grand !» répondit-elle, ses yeux fixés sur l'horizon infini. « La mer, le ciel, cette nouvelle vie. Parfois, j'ai l'impression que je vais m'y perdre. »
François la tourna délicatement dans ses bras, rencontrant ses yeux humides. « Tu n'as pas besoin d'avoir peur, dit-il, séchant une larme qui s'échappait. Nous pouvons aller à ton rythme, il n'y a pas de précipitation. » Mais il y avait quelque chose dans le regard d'Élise qui allait au-delà de la nervosité d'une mariée lors de sa première nuit. C'était un poids que François ne parvenait pas encore à déchiffrer, un secret qu'elle portait comme on porte une encre invisible. Cette nuit-là, pendant qu'Élise prenait un long bain, François ouvrit son ordinateur portable pour répondre à quelques emails de travail. C'est alors qu'une notification apparut à l'écran. Un rapport qu'il avait demandé des semaines auparavant. Son doigt plana sur la souris, hésitant. Ce fichier contenait des informations sur le passé d'Élise, découvertes grâce à une enquête discrète qu'il avait fait faire avant le mariage. La justification qu'il s'était donnée était noble. Il voulait mieux comprendre la femme qu'il aimait pour pouvoir l'aider. Mais maintenant, entendant le bruit de la douche et imaginant Élise vulnérable de l'autre côté de la porte, il ressentait le poids de sa propre méfiance. Le rapport révélait des détails qu'elle n'avait jamais mentionnés. La maladie de sa mère n'était pas seulement physique. Il y avait un historique de dépression profonde qui se prolongeait depuis des décennies. Le père n'était pas simplement parti, comme Élise l'avait dit une fois. Il avait abandonné la famille quand elle avait à peine 5 ans, les laissant dans une situation financière précaire. Élise émergea de la salle de bain enveloppée dans un peignoir moelleux, ses cheveux humides encadrant son visage rougi par la vapeur. François ferma rapidement l'ordinateur portable, se sentant soudainement coupable. Elle s'assit au bord du lit, ses mains inquiètes lissant le tissu du peignoir. « François, sa voix n'était qu'un murmure. Il y a quelque chose que je dois te dire. » Il s'assit à côté d'elle, son cœur s'accélérant à la possibilité de finalement connaître ce qui la tourmentait tant. « Quand j'avais 16 ans, commença-t-elle, ces mots sortant comme si chacun coûtait un effort immense. Il y a eu un moment où j'ai pensé que je ne pourrais plus supporter. La responsabilité, l'isolement, tout était trop lourd. » Elle fit une pause, respirant profondément. « C'est alors que j'ai commencé à écrire. Ce n'étaient pas juste des histoires, c'étaient des cris silencieux, des appels à l'aide que je n'ai jamais montrés à personne. » François tint sa main, la sentant trembler. « Où sont ces écrits ?» demanda-t-il doucement. Élise ferma les yeux comme si le souvenir était trop douloureux pour être affronté les yeux ouverts. « J'ai tout gardé dans une vieille boîte, cachée au fond de mon armoire. Ce sont des pages et des pages d'une vie que je n'ai jamais pu vivre, de désirs que je n'ai jamais pu réaliser. » Elle ouvrit les yeux, rencontrant les siens. « J'ai peur, François. Peur qu'en lisant ces mots, tu vois à quel point je suis brisé. » François l'attira plus près, sentant son petit corps trembler contre le sien. Il voulait dire qu'il connaissait déjà une partie de son histoire, que rien de ce qu'il avait découvert ne diminuait ce qu'il ressentait pour elle. Mais les mots restèrent coincés dans sa gorge, liés par le poids de son propre secret. Les jours aux Maldives s'écoulaient à un rythme propre, dicté par le mouvement des marées et par le lent éveil d'Élise à une nouvelle version d'elle-même. François observait, fasciné, comment elle commençait à se transformer même si elle ne s'en rendait pas encore compte. Tous les matins, pendant qu'il nageait dans la mer cristalline, Élise s'asseyait sur la terrasse du bungalow avec un nouveau carnet, cadeau de François. Au début, elle se contentait d'observer l'horizon, ses doigts caressant les pages blanches comme si elle essayait de rassembler le courage pour les remplir. C'est le 4e matin que quelque chose changea. François revenait de sa baignade quand il la vit complètement absorbée dans l'écriture, ses cheveux se balançant avec la brise marine, un doux sourire jouant sur ses lèvres. Il s'approcha silencieusement, ne voulant pas briser ce moment magique. « Je peux lire ?» demanda-t-il gentiment. Élise sursauta, fermant le carnet d'un mouvement réflexe. « Pas encore », répondit-elle rougissant. « C'est très personnel. » Ses yeux rencontrèrent les siens, pleins d'une vulnérabilité qui implorait la compréhension. François s'assit à côté d'elle, encore mouillé de la mer. « Tu sais ce que j'admire le plus chez toi ?» demanda-t-il, changeant de sujet pour alléger sa tension. Élise secoua la tête, curieuse. « Ta capacité à garder des mondes entiers en toi. C'est comme si tu étais une bibliothèque vivante, pleine d'histoires, attendant d'être racontées. » Les paroles de François provoquèrent quelque chose chez Élise. Elle regarda la mer, ses mains tenant toujours fermement le carnet. « Parfois, je me demande si je n'ai pas gaspillé trop de temps à être simplement la gardienne des histoires des autres, confessa-t-elle. Des livres que je restaure, de la vie de ma mère. »
Il n'est jamais trop tard pour commencer ta propre histoire, répondit François, prenant sa main et embrassant délicatement ses doigts. Élise frissonna au contact, mais ne s'éloigna pas. C'était un progrès subtil, mais significatif. Cet après-midi-là, ils décidèrent de faire une promenade en bateau pour observer le coucher de soleil. Le capitaine de l'embarcation, un insulaire au sourire gentil, expliquait les courants, marins et la vie des pêcheurs locaux. Élise écoutait attentivement, ses yeux brillants d'une curiosité que François n'avait jamais vue auparavant. Quand le soleil commença à plonger dans l'horizon, peignant le ciel en nuances d'orange et de rose, quelque chose d'inattendu se produisit. Une petite vague secoua le bateau et Élise, au lieu de se recroqueviller de peur comme elle le faisait habituellement, rit. Ce fut un rire authentique, spontané, qui prit tout le monde par surprise, surtout elle-même. Je n'avais jamais remarqué à quel point la mer peut être douce, commenta-t-elle, ses doigts jouant dans l'eau. François l'observait, émerveillé par cette petite révolution qui se déroulait sous ses yeux. De retour au bungalow, pendant qu'ils dînaient sous les étoiles, Élise surprit à nouveau. « Je crois que je veux apprendre à nager, » dit-elle. Soudainement, entre une bouchée et une autre de poissons grillés, François faillit s'étouffer avec le vin. « Tu es sûr ?» demanda-t-il, se rappelant comment elle tremblait rien qu'en regardant l'océan. Élise acquiesça, ses yeux fixés sur l'horizon nocturne où le ciel rencontrait la mer. « Toute vie a ses marées, n'est-ce pas ?» philosopha-t-elle, sa voix portant une sagesse nouvellement découverte. Des moments de flux et de reflux. Peut-être est-il temps de laisser la marée m'emporter un peu, au lieu de lutter contre elle. François sentit ses yeux s'humidifier à ces mots. Il pensa au rapport caché dans son ordinateur portable, au poids des secrets que tous deux portaient. Il se demanda s'il n'était pas temps de se laisser aussi emporter par la marée de la vérité. « Élise » commença-t-il, sa voix plus sérieuse qu'il ne le voulait. Mais avant qu'il puisse continuer, elle se leva brusquement, ses yeux fixés sur quelque chose dans l'eau. Un groupe de dauphins s'était approché du bungalow, leur dos argenté brillant sous le clair de lune. « C'est un signe » murmura-t-elle, enchantée. « De quoi ?» demanda François, se levant pour l'embrasser par derrière. Élise s'appuya contre lui, se permettant pour la première fois de se détendre complètement dans ses bras. « Que parfois nous devons plonger dans l'inconnu pour découvrir qui nous sommes vraiment, » répondit-elle, sa voix portant une certitude que François n'avait jamais entendue auparavant. Le premier cours de natation d'Élise eut lieu par un matin tranquille, quand la mer était particulièrement calme. François avait engagé Marine, une instructrice locale avec une vaste expérience dans l'enseignement aux adultes qui craignait l'eau. La jeune Maldivienne avait un sourire accueillant et des yeux qui transmettaient la sécurité. « Respire avec moi », conseilla Marine, tandis qu'Élise s'accrochait au bord de la piscine du resort. « L'eau est notre amie, elle nous soutient. » François observait à distance, résistant à l'impulsion d'intervenir chaque fois qu'il voyait la peur dans les yeux de sa femme. Peu à peu, Élise relâcha ses mains du bord. D'abord, elle flotta, simplement sur le dos, les yeux fermés, les lèvres tremblant légèrement. Marine murmurait des mots d'encouragement, la guidant avec des touches douces. « Sens comme ton corps est plus léger ici, disait-elle. L'eau t'enlace. » Durant cette première séance, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Élise ouvrit les yeux en flottant et, pour la première fois de sa vie, vit le ciel d'une perspective différente. Les nuages dansaient au-dessus d'elle et un sourire authentique illumina son visage. « C'est comme être dans un autre monde, » murmura-t-elle émerveillée. François sentit son cœur se serrer face à cette découverte si simple et si profonde. Après le cours, alors qu'ils marchaient sur la plage, Élise était différente. Ses pas étaient plus fermes, ses épaules moins tendues. Elle s'arrêta pour ramasser un coquillage dans le sable, l'examinant avec le même soin qu'elle consacrait aux livres anciens. « Savais-tu que les coquillages sont comme des journaux de la mer ?» commenta-t-elle, ses doigts traçant les spirales délicates. Chaque ligne raconte une histoire, chaque marque est un souvenir. François l'observait, fasciné par cette nouvelle Élise qui émergeait mot par mot, geste par geste. De retour au bungalow, elle demanda à utiliser l'ordinateur portable de François pour faire des recherches sur les coquillages marins. Son cœur s'accéléra. Le rapport était toujours là, caché dans un dossier apparemment sans importance. « Bien sûr, » répondit-il, essayant de garder une voix décontractée. « Je vais prendre une douche pendant ce temps. »
Mais au lieu de se détendre sous l'eau chaude, François se retrouva consumé par la culpabilité. L'enquête qu'il avait menée, bien que motivée par préoccupation, semblait maintenant une violation impardonnable. Quand il sortit de la douche, il trouva Élise assise sur la terrasse, l'ordinateur portable fermé à côté d'elle. Son visage était pâle et ses mains tremblaient légèrement. « François », sa voix était un fil, « nous devons parler. » Il sentit le sang se glacer dans ses veines. Il savait, avant même qu'elle ne continue, qu'elle avait tout découvert. « J'ai trouvé un dossier », continua-t-elle, chaque mot pesant comme du plomb. « Avec des rapports sur moi, sur ma famille, sur des choses que je n'ai jamais... » Sa voix faillit et des larmes commencèrent à couler sur son visage. François s'assit à côté d'elle, essayant de prendre sa main, mais elle s'éloigna. « Pourquoi ?» demanda-t-elle, sa voix étranglée. « Pourquoi enquêter sur ma vie comme si j'étais un investissement à évaluer ? Ce n'est pas ça, essaya-t-il d'expliquer, son cœur battant douloureusement contre sa poitrine. Je voulais juste mieux te comprendre. Je voulais savoir comment je pourrais t'aider. » « M'aider ?» Élise se leva brusquement. « En fouillant ? Dans mon passé sans ma permission. En découvrant des secrets que je ne savais même pas qui existaient, ses yeux rencontrèrent les siens, pleins d'une douleur qui le transperça comme une lame. Tu savais pour mon père avant même que je te le dise. Tu savais pour les problèmes de ma mère. Tu savais... » Elle s'étouffa avec les mots. « Tu savais pour cette nuit à l'hôpital quand j'avais 17 ans. La nuit que je n'ai jamais racontée à personne. » François sentit le poids de ses actions s'écrouler sur ses épaules. Cette nuit spécifique, une tentative d'abandon qu'Élise avait surmontée seule, était quelque chose qu'il avait découvert dans le rapport et qui le hantait depuis. « Je pensais que je te protégeais, » murmura-t-il, se rendant compte à quel point ses mots sonnaient creux. Élise marcha jusqu'au bord de la terrasse, ses yeux fixés sur l'horizon où le soleil commençait à se coucher. « Tu sais ce qui est le plus ironique ?» dit-elle, sa voix maintenant étrangement calme. « Je commençais enfin à apprendre à faire confiance, à m'ouvrir, à croire que je pouvais être plus que mon passé. » Elle se tourna pour le regarder, et François vit quelque chose de nouveau dans ses yeux, pas seulement de la douleur, mais aussi une force qu'il n'avait jamais remarquée auparavant. « Tu n'avais pas besoin d'enquêter sur ma vie, » continua-t-elle. « Je t'aurais tout raconté, à mon rythme, à ma façon, parce que pour la première fois, je commençais à croire que je méritais d'être écouté. » Le silence qui suivit la découverte fut assourdissant. Élise passa la nuit dans le village principal de l'île, dans une chambre que Marine, l'instructrice de natation, avait gentiment offerte. François resta dans le bungalow, se torturant à chaque minute qui passait, à chaque vague qui se brisait contre les piliers de la construction. Le lendemain matin, il trouva le carnet d'Élise sur la table de la terrasse. Il était ouvert, comme une invitation silencieuse. Ses mains tremblèrent en touchant les pages, reconnaissant que c'était un moment crucial. Pour la première fois, elle permettait à quelqu'un d'entrer dans son monde intérieur. Les mots écrits là le laissèrent sans souffle. Ce n'étaient pas seulement des récits ou des confessions, c'était de la poésie pure, crue, honnête. Élise écrivait sur la mer, sur la façon dont elle l'effrayait et la fascinait en même temps, sur comment chaque vague semblait porter un secret, une possibilité de recommencement. « La mer ne pose pas de questions sur notre passé », disait un passage. « Elle nous invite simplement à plonger dans le présent, à croire que ces eaux nous soutiendront, même quand nous ne pouvons pas voir le fond. » François ferma le carnet, sentant des larmes chaudes couler sur son visage. Il comprit finalement l'ampleur de son erreur. En essayant de protéger Élise, il lui avait volé quelque chose de précieux, la chance de se révéler par elle-même. Il décida de faire le premier pas vers la réconciliation. Il prit son propre ordinateur portable et commença à écrire, laissant ses propres vérités couler comme les vagues qui fascinaient tant sa femme. Il écrivit sur sa peur d'être abandonné, héritage d'un mariage antérieur qui s'était terminé par une trahison, sur la façon dont il avait construit un empire financier pour combler le vide qu'il portait en lui, sur comment, en rencontrant Élise, pour la première fois, il avait senti que tout son succès matériel ne signifiait rien comparé à la richesse d'une âme authentique. Quand il eut terminé, il enregistra le fichier sous le nom « Mes vérités » et alla au village, chercher Élise. Il la trouva assise sur la plage, observant le lever du soleil. Il s'approcha lentement,
respectant son espace. « J'ai lu ton carnet, dit-il doucement. Élise ne se retourna pas, mais son corps se tendit. « Et j'ai apporté quelque chose pour que tu lises aussi, continua-t-il, tendant l'ordinateur portable. Élise hésita un moment avant de prendre l'appareil. Pendant qu'elle lisait, François observait ses expressions changer, surprise, compréhension, douleur et, finalement, quelque chose qui ressemblait à de la compassion. « Toi aussi, tu as tes fantômes, dit-elle enfin, sa voix douce comme la brise du matin. « Oui, admit François, s'asseyant à côté d'elle dans le sable. Et au lieu de te faire confiance pour les comprendre, j'ai laissé qu'ils dictent mes actions. J'ai tellement voulu te protéger que j'ai fini par te blesser. » Élise resta silencieuse pendant un long moment, ses doigts jouant avec le sable. « Tu sais ce que j'ai appris hier, en flottant dans la piscine ?» demanda-t-elle finalement. « J'ai appris que parfois nous devons lâcher les bords qui nous retiennent pour découvrir que nous pouvons flotter seuls. » Elle se tourna pour le regarder, ses yeux reflétant le lever du soleil. « Je n'ai pas besoin que tu me protèges, François. J'ai besoin que tu me fasses confiance, que tu fasses confiance à ma force, même quand moi-même j'en doute. »« Et toi ?» demanda-t-il, son cœur suspendu entre espoir et peur. « Peux-tu encore me faire confiance ?» Élise tendit la main, touchant légèrement son visage. « La confiance est comme nager, dit-elle, un petit sourire jouant sur ses lèvres. Nous devons pratiquer tous les jours. Parfois nous coulons, mais nous pouvons toujours revenir à la surface. « Apprends-moi » demanda François, sa voix étranglée. « À faire confiance ainsi, à être authentique, sans peur ?» Élise prit sa main et la plaça sur son cœur. « Nous apprendrons ensemble, » répondit-elle, comme deux personnes imparfaites, essayant de trouver le bon rythme, entre donner et recevoir, entre protéger et libérer. Le soleil était déjà haut dans le ciel, quand ils décidèrent de retourner au bungalow. En chemin, Élise s'arrêta pour ramasser un autre coquillage. « Chaque marque ici, dit-elle, montrant les imperfections sur la surface nacrée, fait partie de ce qui le rend unique, comme nos cicatrices. » François comprit le message. Parfois, ce sont justement nos imperfections qui nous rendent plus authentiques, plus dignes d'amour. Et tandis qu'il marchait main dans la main sur la plage, il se rendit compte qu'il écrivait un nouveau chapitre, pas seulement dans leurs carnets et ordinateurs portables, mais dans leur vie. Les jours suivants apportèrent une nouvelle dynamique à la relation d'Élise et François. La vérité, bien que douloureuse, avait ouvert un espace pour une intimité plus profonde. Les cours de natation continuèrent, mais portèrent maintenant une signification différente. Chaque plongée était un exercice de confiance mutuelle. Marine, l'instructrice, remarqua le changement chez Élise. « Tu es plus légère dans l'eau », commenta-t-elle lors d'une séance particulièrement réussie, comme si tu avais laissé quelque chose de lourd sur la rive. Ce matin-là, Élise réussit à nager pour la première fois sans soutien. Ce n'était que quelques mètres, mais chaque mouvement portait le poids d'une victoire personnelle. François regardait depuis le bord de la piscine, son cœur débordant de fierté et d'admiration. « Viens !» Élise l'appela, surprenant tout le monde. Elle était au milieu de la piscine, ses jambes bougeant doucement pour la maintenir à flot. « Nage avec moi. » François n'hésita pas. Il entra dans l'eau et nagea jusqu'à elle, maintenant une distance respectueuse. Élise sourit et tendit la main, touchant son visage mouillé. « Parfois, dit-elle, nous devons nous permettre d'être vulnérables pour découvrir notre véritable force. » De retour au bungalow, Élise surprit François à nouveau. Elle ouvrit sa valise et sortit une vieille boîte, de celles qui gardent des souvenirs importants. « Je veux que tu vois ceci, dit-elle, sa voix tremblant légèrement. Ce sont mes anciens écrits, ceux que j'ai mentionnés lors de notre première nuit ici. » François s'assit à côté d'elle, respectant le moment solennel. Élise ouvrit la boîte avec soin, révélant des dizaines de carnets usés par le temps. « J'ai commencé à écrire quand j'avais 16 ans, expliqua-t-elle, prenant l'un des carnets les plus anciens. C'était ma seule forme d'évasion. Les pages jaunies révélaient une âme en tourment. Des poèmes sur la solitude, des contes sur des mondes imaginaires, où les filles pouvaient s'envoler loin de leurs responsabilités, des réflexions sur le poids de grandir trop vite. François lisait chaque mot avec révérence, comprenant enfin la profondeur de l'être qui avait choisi de partager sa vie avec lui. « Il y a un texte spécifique que je veux que tu lises, »
dit Élise, feuilletant l'un des carnets, jusqu'à trouver la page désirée. C'était une lettre datée de 5 ans auparavant, adressée à un amour qu'elle ne connaissait pas encore. « Cher inconnu », commençait la lettre, « aujourd'hui, maman a eu une bonne journée. Elle a souri 3 fois et a réussi à manger seule. Pendant que je l'aidais à se baigner, elle m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle a dit que son plus grand regret était de m'avoir transformé en sa gardienne si tôt, d'avoir volé ma jeunesse sans s'en rendre compte. Elle a pleuré en disant cela, et pour la première fois, ce n'est pas moi qui l'ai consolée. J'ai laissé ses larmes couler, j'ai laissé son regret trouver une voie, et en l'observant, j'ai réalisé que j'ai aussi un regret, celui de n'avoir jamais permis à quelqu'un de prendre soin de moi. » François sentit ses propres larmes couler. Élise continua à lire. « Alors, amour que je ne connais pas encore, si un jour nous nous rencontrons, je ne demande qu'une chose. N'essaie pas de réparer mon passé. N'essaie pas d'effacer mes cicatrices. Ce sont des cartes qui m'ont amené jusqu'ici, jusqu'à ce moment où je comprends enfin que je mérite d'être aimé non pas malgré mes blessures, mais avec elle. » Le silence qui suivit était dense de signification. François prit les mains d'Élise entre les siennes, remarquant comme elles étaient devenues plus fortes depuis qu'elle avait commencé à nager. « Tu sais ce qui m'impressionne le plus chez toi ?» demanda-t-il doucement. Élise secoua la tête. « Comment tu parviens à transformer la douleur en poésie? Comment chaque expérience, même les plus difficiles, devient un matériau pour créer de la beauté ?» Élise sourit, un sourire authentique qui atteignait ses yeux. « J'ai appris cela avec les livres que je restaure, » expliqua-t-elle. « Même les plus endommagés, ceux qui semblent irrécupérables, gardent des histoires qui méritent d'être préservées. Il faut juste de la patience, du soin et la compréhension que certaines marques font partie de l'histoire. » Ce soir-là, alors qu'ils dînaient sous les étoiles, Élise partagea une décision. « Je veux transformer mes écrits en un livre, » dit-elle, sa voix ferme, non pas pour exposer ma douleur, mais pour montrer à d'autres personnes qu'il est possible de trouver de la lumière même dans les moments les plus sombres. François la regarda avec une admiration renouvelée. « Et comment puis-je t'aider ?» demanda-t-il, sincèrement intéressé à faire partie de ce nouveau chapitre de sa vie. « En étant mon lecteur, » répondit-elle avec un sourire. « Mon premier et plus important lecteur, non pas comme quelqu'un qui veut me protéger, mais comme quelqu'un qui fait confiance à ma capacité de voler seul. » La transformation d'Élise se produisait sous les yeux de tous. Ses cours de natation incluaient maintenant des plongées dans les parties les moins profondes de la mer, où de petits poissons colorés dansaient autour d'elle. Marine, l'instructrice, commentait à quel point il était rare de voir quelqu'un évoluer si rapidement. « C'est comme si tu avais trouvé ton propre courant, » dit Marine pendant l'une des séances. Élise réfléchit à ces mots alors qu'elle flottait sur le dos, observant les nuages qui se promenaient dans le ciel des Maldives. Un matin, alors qu'ils prenaient leur petit déjeuner sur la terrasse du bungalow, un employé du resort apporta une surprise. Un monsieur âgé, vêtu de vêtements légers et portant une mallette en cuir usé, demandait à leur parler. C'était Richard Dubois, un éditeur retraité qui vivait maintenant sur les îles. « Excusez l'intrusion, dit-il après les présentations, mais je vous observe ces derniers jours, surtout vous, madame, » s'adressant à Élise avec un sourire. « Gentil. Il y a quelque chose dans la façon dont vous regardez la mer, comme si vous lisiez une histoire que personne d'autre ne peut voir. » Élise rougit légèrement, tandis que François l'observait avec curiosité. Richard continua. « Marine m'a dit que vous écrivez, que vous avez des carnets pleins d'histoires encore non racontées. J'aimerais les lire, si vous me le permettez. »« Là-dessus » prit Élise par surprise. Ses doigts cherchèrent instinctivement ceux de François, qui les serra doucement en signe de soutien. « Ce ne sont pas des histoires joyeuses, » avertit-elle sa voix basse. Richard sourit avec compréhension. « Les meilleures histoires sont rarement seulement joyeuses, » répondit-il. « Elles sont vraies. Et la vérité a de nombreux visages, certains doux, d'autres amers, mais tous importants. » Après un moment d'hésitation, Élise acquiesça. Elle chercha ses carnets et les remit à Richard, qui les reçut avec le même soin qu'elle consacrait aux livres anciens qu'elle restaurait. « Je reviendrai demain, » promit-il en se levant. « Même heure, si cela vous convient. » Cette nuit fut d'anxiété pour Élise. Elle marcha sur la plage jusqu'à tard, François toujours quelques pas derrière, respectant son espace mais restant présent. Les étoiles semblaient particulièrement brillantes,
comme si elles attendaient aussi d'entendre le verdict sur ses mots les plus intimes. Le lendemain matin, Richard revint. Ses yeux brillaient d'une manière différente et ses mains tremblaient légèrement en tenant les carnets. « Ma chère, commença-t-il, sa voix étranglée par l'émotion, il y a des années que je n'ai pas lu quelque chose d'aussi honnête, d'aussi profondément humain. Votre histoire sur les soins à votre mère, sur la recherche de refuge dans les livres, sur l'apprentissage de la nage dans la vie avant même de toucher la mer, c'est extraordinaire. » Élise sentit les larmes couler sur son visage, mais ne les essuya pas. Pour la première fois, elle n'avait pas honte de sa vulnérabilité. « J'ai une proposition, continua Richard. Je me suis retiré de la maison d'édition à Paris, mais je maintiens toujours des contacts. J'aimerais vous aider à transformer ces écrits en un livre. Pas seulement un livre de mémoire, mais un guide pour d'autres personnes qui apprennent aussi à nager dans leurs propres eaux profondes. » François observait la scène en silence, son cœur débordant de fierté. Élise avait trouvé sa voie, et maintenant le monde aurait la chance de l'entendre. Mais Élise hésita. « Et ma mère, comment réagirait-elle en voyant notre histoire exposée ainsi ?» Richard prit ses mains entre les siennes, un geste paternel qui lui rappela le père qu'elle n'avait jamais vraiment connu. Parfois, partager notre douleur est la plus grande preuve d'amour que nous puissions donner. Votre histoire peut aider d'autres filles, d'autres mères, à retrouver leur chemin les unes vers les autres. À ce moment, comme si l'univers voulait confirmer les paroles de Richard, le téléphone d'Élise sonna. C'était sa mère, appelant par vidéo. Avec des mains tremblantes, Élise répondit. Le visage qui apparut à l'écran était différent, plus serein, plus présent. « Ma fille, » dit sa mère, un doux sourire sur ses lèvres, « j'avais besoin de te voir. Aujourd'hui, je me suis réveillée avec une certitude. Tu es exactement où tu devrais être. Et moi, j'apprends enfin à aller bien toute seule. » Les paroles de sa mère étaient comme la dernière pièce d'un puzzle qui s'emboîtait. Élise regarda François, Richard, la mère qui était maintenant son amie, et prit sa décision. La décision de publier le livre apporta avec elle une vague de changements. Élise consacrait ses matinées à l'écriture, assise sur la terrasse du bungalow avec son nouvel ordinateur portable, cadeau de François. Richard apparaissait tous les jours pour la guider, apportant son expérience de décennies dans le marché éditorial et, plus important encore, son regard sensible pour les histoires qui devaient être racontées. « Il ne s'agit pas seulement d'exposer votre vie, » expliquait Richard pendant qu'il révisait les premiers chapitres. « Il s'agit de transformer votre expérience en un pont pour d'autres personnes. » Élise absorbait chaque conseil, chaque suggestion, avec la même dévotion qu'elle réservait auparavant uniquement à ses livres anciens. Mais il y avait un chapitre particulier qu'elle évitait d'écrire, celui sur la nuit à l'hôpital quand elle avait 17 ans. « Je ne peux pas fuir cela pour toujours, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle à François un soir, alors qu'il marchait sur la plage. Le soleil se couchait, peignant le ciel en teintes de rose et d'orange qui semblaient se déverser sur l'océan. « Tu n'as pas besoin de tout raconter, » répondit-il doucement. « Certaines histoires peuvent rester seulement les nôtres. » Élise s'arrêta de marcher, ses pieds s'enfonçant légèrement dans le sable tiède. « Le problème, c'est que cette histoire n'est pas seulement la mienne, c'est aussi celle de ma mère, et peut-être que d'autres mères et filles ont besoin de l'entendre. » Cette nuit-là, Élise s'assit pour écrire. Les mots coulèrent comme une rivière longtemps endiguée, emportant avec eux des années de silence et de douleur contenue. Elle écrivit sur l'épuisement d'être si jeune et de porter un poids si grand. Sur comment, cette nuit-là spécifiquement, sa mère avait eu une crise particulièrement sévère de dépression. « J'avais 17 ans et je me sentais comme si j'en avais 50, » écrivit Élise. Cette nuit-là, après avoir finalement réussi à calmer ma mère, je me suis assise sur le sol de la salle de bain de l'hôpital et j'ai pleuré jusqu'à ne plus avoir de larmes. C'est alors qu'une infirmière, je n'ai jamais su son nom, s'est assise à côté de moi et a simplement tenu ma main. Elle n'a pas dit que tout irait bien, n'a pas essayé de me consoler avec des mots vides. Elle est simplement restée là, témoin de ma douleur me permettant d'être fragile pour la première fois depuis des années. Quand elle eut fini d'écrire, c'était déjà l'aube. François, qui était resté éveillé, la trouva sur la terrasse, regardant la mer nocturne. « J'ai terminé, dit-elle simplement. Sa voix rauque d'avoir tant pleuré. François l'enlaça par derrière, et ensemble ils observèrent les étoiles reflétées dans l'eau calme. «
Tu sais ce qui m'impressionne le plus chez toi, murmura-t-il à son oreille. Comment tu parviens à transformer même tes nuits les plus sombres en étoiles pour guider les autres? Le lendemain matin, quand Richard lut le nouveau chapitre, ses yeux étaient humides. Ceci, dit-il, pointant vers le texte, est le cœur de votre livre. Il ne s'agit pas seulement de survivre, il s'agit de comment nous pouvons trouver que la lumière même dans les moments les plus sombres. Mais la vraie surprise vint à travers un appel vidéo avec sa mère. Élise lui avait envoyé le chapitre à lire, craignant sa réaction. La réponse vint sous forme d'une confession inattendue. « Ma fille, » commença sa mère, la voix tremblante mais ferme, « cette infirmière, c'était ta tante Claire. » Élise sentit le monde tourner. Tante Claire, mais elle n'a jamais rien. Dis, elle est venue me voir le lendemain, poursuivit sa mère. Elle m'a raconté t'avoir trouvé dans la salle de bain. C'est elle qui m'a fait comprendre que je devais chercher une aide professionnelle, que je ne pouvais pas continuer à te surcharger ainsi. Elle voulait te le dire, mais je lui ai demandé de ne pas le faire. J'avais honte, je me sentais coupable. Et maintenant, en lisant tes mots, je me rends compte que ce silence a été un poids de plus que j'ai mis sur toi. Les révélations continuèrent d'affluer. Sa mère raconta comment Claire, dans les années qui suivirent, était devenue sa thérapeute non officielle, l'aidant à gérer sa dépression de manière plus saine. Comment c'était elle qui avait suggéré qu'Élise travaille à la bibliothèque, sachant que les livres seraient un refuge sûr. « Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit ?» demanda Élise, les larmes coulant librement sur son visage. « Parce que certaines vérités ont besoin du bon moment pour être révélées, » répondit doucement sa mère. « Comme ce livre que tu es en train d'écrire maintenant, comme cet amour que tu as finalement permis d'entrer dans ta vie. » Élise regarda François, qui tenait sa main pendant qu'elle parlait avec sa mère, puis Richard, qui observait la scène avec un sourire compréhensif. Elle réalisa que chaque personne présente représentait une partie différente de son voyage, passé, présent et futur, s'entrelaçant dans une histoire qui était maintenant prête à être racontée. La révélation concernant tante Claire ouvrit une porte qu'Élise ne savait pas exister. Dans les jours qui suivirent, elle plongea dans ses souvenirs avec un regard différent, réécrivant sa propre histoire non seulement avec les mots qu'elle connaissait, mais avec les vérités qu'elle découvrait maintenant. Un matin, alors qu'elle nageait avec Marine, maintenant plus une amie qu'une instructrice, Élise eut une épiphanie. « C'est drôle, dit-elle, flottant tranquillement dans les eaux cristallines, comme nous passons tant de temps à essayer de garder la tête hors de l'eau, alors que parfois nous avons justement besoin de plonger pour trouver ce que nous cherchons. » Marine sourit comprenant la métaphore. « Tu n'es plus la même personne qui est arrivée ici en tremblant à la vue de la mer, » observa-t-elle. C'était vrai. Élise avait changé non seulement dans sa relation avec l'eau, mais dans sa façon d'exister dans le monde. Ses mouvements étaient plus assurés, sa voix plus ferme, son sourire plus fréquent. François remarquait chaque petite transformation, avec un mélange de fierté et d'admiration. Ce fut lors d'un dîner spécial organisé par Richard qu'une autre surprise surgit. L'éditeur avait invité quelques amis du milieu littéraire qui visitèrent les îles, dont Sophie Chen, une éminente éditrice de livres pour enfants. « Élise, » dit Sophie après avoir entendu parler de son travail à la bibliothèque, « avez-vous déjà pensé à écrire pour les enfants? Il y a quelque chose dans la façon dont vous décrivez vos expériences, une sensibilité particulière pour transformer la complexité en quelque chose d'accessible. » La suggestion prit Élise par surprise. « Je n'y ai jamais pensé, » admit-elle, mais ses mains cherchaient déjà instinctivement le carnet qu'elle portait toujours sur elle. « Réfléchissez-y, » continua Sophie. « Parfois, les histoires les plus importantes sont celles qui aident les enfants à comprendre qu'ils ne sont pas seuls dans leurs expériences. » Cette nuit-là, Élise ne put dormir. Elle s'assit sur la terrasse du bungalow et commença à écrire une histoire différente. Celle d'une petite fille qui découvrit qu'elle pouvait respirer sous l'eau mais qui avait peur de plonger. François la trouva là le lendemain matin, endormie sur son carnet plein de dessins et de mots. « Regarde », dit-elle en se réveillant, lui montrant les pages. « C'est une histoire sur le courage, sur l'apprentissage de la confiance en soi, mais racontée d'une manière qu'un enfant peut comprendre. » François lut l'histoire, attentivement, ses yeux se remplissant de larmes en reconnaissant des éléments du propre voyage d'Élise, transformés en un récit magique et accessible. « C'est parfait. »
dit-il simplement. La nouvelle qu'Élise écrivait un livre pour enfants, parallèlement à ses mémoires, parvint jusqu'à sa mère, qui réagit avec une joie inattendue. « Tu te souviens de ces dessins que tu faisais quand tu étais petite ?» demanda-t-elle lors d'un appel vidéo. « Ceux avec des sirènes et des créatures marines, je les ai tous gardés. »« Tu les as gardés ?» demanda Élise, surprise. Elle avait toujours pensé que sa mère remarquait à peine ses créations, enfantine pendant les périodes les plus difficiles de sa dépression. « Bien sûr que je les ai gardés. C'étaient les seuls moments où je te voyais vraiment heureuse. Même dans mes jours les plus sombres, je gardais chaque dessin, chaque histoire que tu inventais. C'était ma façon de m'accrocher à l'espoir qu'un jour, tu serais libre de créer tes propres mondes. » Richard, en apprenant l'existence des dessins conservés, suggéra quelque chose d'audacieux. Pourquoi ne pas illustrer votre propre livre pour enfants? Transformer cette histoire en quelque chose de complètement vôtre? L'idée était à la fois effrayante et excitante. Élise passa des jours à pratiquer, récupérant une compétence longtemps mise en sommeil. François la surprit avec un ensemble d'aquarelles professionnelles, et peu à peu, les pages de son carnet se remplirent de couleurs et de vie. « C'est comme si chaque partie de moi trouvait enfin sa place », commenta Élise un soir, alors qu'elle montrait ses progrès à François. L'écrivaine, l'artiste, la nageuse, toutes sont des parties de la même histoire. « Et quelle est cette histoire ?» demanda-t-il doucement. Élise regarda la mer nocturne, puis ses dessins, et finalement l'homme qui avait aidé à éveiller tant de possibilités en elle. « C'est une histoire sur l'apprentissage de la flottaison, » répondit-elle avec un sourire. « Sur la découverte que nos fragilités peuvent être notre plus grande force, sur la compréhension que parfois nous devons nous perdre pour nous retrouver. » François l'enlaça, sentant combien elle était différente, plus présente, plus complète. « Et sur l'amour ?» demanda-t-il, jouant avec une mèche de ses cheveux. « Oui, » répondit-elle, s'appuyant contre lui, « sur tous les types d'amour. L'amour qui guérit, l'amour qui libère, et surtout, l'amour qui nous permet d'être exactement qui nous sommes. » Les jours aux Maldives touchaient à leur fin, mais quelque chose en Élise avait changé pour toujours. Ses dessins pour le livre pour enfants prenaient forme avec une beauté surprenante, mélangeant des éléments de ses souvenirs avec la magie qu'elle trouvait maintenant dans la mer. Sophie Chen, l'éditrice de livres pour enfants, était devenue une présence constante dans ses après-midi créatifs. « Et il se passe quelque chose de spécial ici », commenta-t-elle, observant Élise donner les dernières touches à une illustration particulièrement touchante. Une petite fille assise au bord de la mer, entourée de livres flottants. « C'est basé sur un vrai souvenir », expliqua Élise, plongeant son pinceau dans une teinte douce de bleu. « Quand j'étais enfant, les jours où maman allait très mal, j'emportais mes livres sur la plage près de chez nous. Je n'entrais jamais dans l'eau, mais je passais des heures à imaginer les histoires, plongeant dans la mer et revenant avec des secrets des profondeurs. » François, qui écoutait la conversation tout en travaillant sur son ordinateur portable, leva les yeux avec intérêt. C'était la première fois qu'Élise mentionnait ces escapades solitaires de son enfance. « Et que rapportaient les livres du fond de la mer ?» demanda doucement Sophie, comprenant qu'ils avaient touché quelque chose d'important. Élise s'arrêta de peindre, ses yeux perdus dans un souvenir lointain. « Ils rapportaient d'autres mers, » répondit-elle doucement. « Des mères qui souriaient, qui jouaient, qui n'avaient pas besoin de médicaments pour sortir du lit. Mais ils apportaient aussi de la compréhension. Chaque histoire que je lisais m'aidait à comprendre que je n'étais pas seul, que d'autres personnes affrontaient aussi des défis similaires. » Sophie échangea un regard significatif avec François. « C'est exactement pour cela que votre livre est si important, dit-elle. Vous créez pour d'autres enfants le même type de réconfort que vous cherchiez dans les livres. » Ce fut à ce moment qu'un employé du resort frappa à la porte du bungalow, apportant un colis volumineux. Il venait de la mère d'Élise, les dessins de son enfance qu'elle avait promis d'envoyer. Les mains tremblantes, Élise ouvrit le paquet. À l'intérieur, en plus des dessins, il y avait un vieux journal qu'elle n'avait jamais vu auparavant. « C'est le journal de grand-mère », expliqua sa mère dans un message qui accompagnait le colis. « Je l'ai trouvé parmi ses affaires en cherchant tes dessins. Je pense que tu dois le lire. » Le journal révéla un secret familial que personne n'avait jamais mentionné. Sa grand-mère, décédée quand Élise était encore bébé,
avait également lutté contre la dépression. Mais contrairement à sa mère, elle avait trouvé la guérison à travers l'art. Chaque coup de pinceau est une façon de respirer, avait écrit sa grand-mère dans l'une des dernières entrées du journal. Chaque couleur est une manière de dire « Je suis toujours là, je lutte encore, je crée encore de la beauté, même dans les jours les plus sombres. » Élise passa la nuit à lire le journal, découvrant une connexion ancestrale dont elle n'avait jamais soupçonné l'existence. Sa grand-mère avait été illustratrice de livres pour enfants, publiant sous un pseudonyme dans les années 60. Ses illustrations, délicates et pleines de créatures marines, étaient étonnamment similaires aux dessins qu'Élise elle-même créait maintenant. C'est comme si c'était un don transmis à travers les générations, commenta François, feuilletant l'un des vieux livres qu'Élise avait trouvé en ligne, illustrés par sa grand-mère. Mais chacune de vous l'a exprimé à sa manière. Le lendemain matin, Élise se réveilla avant le lever du soleil. Elle s'assit à sa table de travail et commença à peindre avec une énergie renouvelée. Désormais, chaque trait portait non. Seulement son histoire, mais l'histoire de 3 générations de femmes qui avaient trouvé dans l'art une forme de guérison. « J'appellerai le livre « Plongée », annonça-t-elle pendant le petit déjeuner. Ce sera une histoire sur une petite fille qui découvre que sa famille possède un don spécial, la capacité de respirer des histoires sous l'eau. Mais pour accéder à ce don, elle doit d'abord affronter ses peurs et plonger. Sophie, qui s'était jointe à eux pour le petit déjeuner, sourit avec approbation. « C'est une métaphore puissante, dit-elle, sur l'héritage, le courage et le pouvoir transformateur de l'art. Et sur la guérison, ajouta Élise, regardant les dessins de sa grand-mère éparpillés sur la table, sur la façon dont parfois nous devons revenir en arrière, comprendre nos racines, pour pouvoir grandir dans notre propre direction. » François observait sa femme avec admiration. Élise irradiait une nouvelle confiance, comme si chaque découverte sur son passé la rendait plus forte, plus complète. Ce n'était plus seulement la femme timide qu'il avait rencontrée à la bibliothèque, c'était une artiste, découvrant sa voix, une conteuse trouvant son récit. La découverte du journal de sa grand-mère déclencha une série de révélations que personne n'aurait pu prévoir. Durant l'une de ses recherches sur les livres illustrés par elle, Élise trouva quelque chose de surprenant. Une ancienne interview dans un journal local où sa grand-mère parlait d'un projet inachevé. C'était censé être une série de « livres », lut Élise à haute voix pour François et Sophie qui écoutaient attentivement, à propos d'une petite fille qui pouvait voir des couleurs dans l'eau. Chaque livre représenterait une émotion différente, un voyage différent de découverte de soi. Mais elle n'a jamais pu terminer la série. « Pourquoi pas ?» demanda Sophie, imaginant déjà les possibilités éditoriales. Élise continua à lire, sa voix tremblant légèrement. « La dépression post-partum après la naissance de ma fille, la mère d'Élise, m'a empêché de continuer. Les couleurs que je voyais dans l'eau ont commencé à disparaître, et avec elles, ma capacité à créer. Ce sera toujours mon plus grand regret, ne pas avoir été assez forte pour continuer à raconter ces histoires. » Le silence qui suivit était lourd de sens. François s'approcha d'Élise, posant une main douce sur son épaule. « Peut-être, suggéra-t-il doucement, pourrais-tu continuer son histoire ?» L'idée prit Élise par surprise. Elle regarda ses propres dessins, les illustrations de sa grand-mère, et soudain, tout prit sens. « Ce ne serait pas seulement continuer, dit-elle, une nouvelle lumière brillant dans ses yeux, ce serait compléter un cercle. » Cet après-midi-là, Élise eut une longue conversation vidéo avec sa mère. Ensemble, elles explorèrent de vieilles boîtes de souvenirs, découvrant d'autres trésors cachés, des ébauches inachevées de Bin Basiddi, sa grand-mère, des notes sur les histoires qu'elle prévoyait de raconter, même un petit carnet avec des poèmes sur la mer. « Elle avait l'habitude de m'emmener à la plage quand j'étais toute petite », se souvint sa mère, ses paroles chargées d'une émotion gardée depuis longtemps, avant que la dépression ne devienne trop sévère. Elle disait que l'eau avait toutes les couleurs du monde, qu'il suffisait de savoir regarder avec le cœur ouvert. « Comment te sens-tu » demanda délicatement Élise, en sachant que je suis les traces de grand-mère. Sa mère resta silencieuse. Un moment, des larmes silencieuses coulant sur son visage. « Je sens qu'à travers toi, ma fille, quelque chose est en train d'être guéri, pas seulement dans notre famille, mais peut-être dans d'autres familles qui liront tes histoires. »
La conversation inspira Élise à faire un changement significatif dans son projet. « Ce ne sera pas juste un livre », expliqua-t-elle à Sophie le lendemain matin. « Ce sera une trilogie. La première histoire parlera de la petite fille découvrant son don. La deuxième sera sur sa compréhension que ce don vient de sa grand-mère. Et la troisième sera sur la façon dont elle aide sa propre mère à redécouvrir les couleurs dans l'eau, compléta Sophie, comprenant la vision. « Exactement », sourit Élise, commençant déjà à esquisser de nouvelles illustrations. Chaque livre aura un style d'illustration différent. Le premier aura mes couleurs, mon style. Le second incorporera des éléments des dessins de ma grand-mère. Et le troisième sera une fusion, montrant comment différentes générations peuvent guérir ensemble. François observait sa femme travailler, émerveillé par sa transformation. La femme qui avait auparavant peur de regarder la mer créait maintenant des mondes entiers en elle. La personne qui avait peur de sa propre histoire la transformait maintenant en art. « Tu sais ce qui est le plus incroyable ?» commenta Élise, tout en peignant une scène particulièrement touchante. 3 femmes d'âge différents nageant ensemble dans une mer pleine de couleurs. Je ne raconte pas seulement une histoire. Je reconstruis un pont entre les générations, guérissant des blessures dont j'ignorais même l'existence. Sophie, qui était devenue non seulement une éditrice, mais une amie proche, sourit avec approbation. Et le plus beau, c'est que vous faites cela sans nier la douleur, sans essayer d'effacer les parties difficiles de l'histoire. Vous montrez qu'il est possible de créer de la beauté même à partir des moments les plus sombres. Élise arrêta de peindre un moment, regardant la mer à travers la fenêtre du bungalow. « C'est drôle, » dit-elle pensive, « comme parfois. Nous devons aller si loin pour trouver quelque chose qui a toujours été en nous. Cet endroit, cette mer, m'a aidé à découvrir non seulement qui je suis, mais d'où je viens. Et plus important encore, où je peux aller. » Le travail sur la trilogie avançait rapidement. Élise consacrant de longues heures aux illustrations et à l'écriture. Chaque page semblait couler naturellement, comme si les histoires attendaient simplement le bon moment pour être racontées. Mais ce fut pendant une session de peinture particulièrement intense que quelque chose d'inattendu se produisit. Sophie avait apporté plus de documents sur la carrière de sa grand-mère, y compris d'anciennes lettres trouvées dans les archives de la maison d'édition où elle avait travaillé. Parmi elles, Élise découvrit une correspondance qui changerait sa compréhension de tout. « Chère Amélie », commençait la lettre datée de quelques mois avant la disparition de sa grand-mère, « je sais que vous ne voulez pas que quiconque sache votre condition, mais en tant que votre éditrice et amie, je dois insister pour que vous cherchiez de l'aide. Vos histoires sur la petite fille qui voit des couleurs dans l'eau sont trop importantes pour rester inachevées. Il y a tant d'enfants qui les attendent. » Élise sentit ses mains trembler en continuant à lire. La lettre révélait que sa grand-mère n'avait pas simplement renoncé à écrire. Elle luttait contre quelque chose de bien plus grave qu'une dépression post-partum. « François », appela-t-elle, sa voix presque un murmure, « je dois te montrer quelque chose. » Ensemble, ils lurent le reste de la correspondance. La condition mentionnée était un diagnostic grave que sa grand-mère avait caché à tous. Elle savait que son temps était limité et désespérait de terminer sa série de livres. C'est pour ça qu'elle écrivait tant sur le fait de voir des couleurs dans l'eau, réalisa Élise, des larmes coulant sur son visage. Ce n'était pas seulement une métaphore sur la dépression. C'était sa façon de laisser quelque chose de beau avant de partir. François prit sa femme dans ses bras, sentant combien cette découverte l'affectait profondément. « Cela ne diminue en rien l'importance de ton travail, » dit-il doucement. « En fait, cela rend tout encore plus significatif. » Élise passa la nuit éveillée, relisant toutes les lettres, connectant des points qui semblaient auparavant dispersés. Sa grand-mère avait prévu non pas 3, mais 7 livres, chacun représentant une couleur différente de l'arc-en-ciel et une leçon différente sur la guérison et l'acceptation. Le lendemain matin, pendant son cours de natation avec Marine, Élise eut une épiphanie en flottant dans les eaux cristallines. « Je dois élargir le projet », annonça-t-elle pendant le petit déjeuner, ses yeux brillants de détermination. « Ce ne seront pas seulement 3 livres, ce seront 7, exactement comme elle l'avait prévu. » Sophie, qui était devenue une présence constante dans ses matinées créatives, se pencha avec intérêt. « Dites-moi, plus ?» demanda-t-elle, percevant déjà le potentiel de l'idée. « Chaque livre sera dédié à une couleur et à un type différent de guérison, » expliqua Élise,
ses mains bougeant avec animation pendant qu'elle parlait. Le rouge sera sur le courage, l'orange sur la créativité, le jaune sur la joie, le vert sur la croissance, le bleu sur la vérité, l'indigo sur l'intuition et le violet sur la transformation. François observait sa femme avec admiration. La femme timide qu'il avait connue à la bibliothèque s'était transformée en une artiste confiante, capable de poursuivre l'héritage de sa grand-mère d'une façon totalement unique et personnelle. Mais il y a plus, continua Élise, prenant son carnet de croquis. Chaque livre aura un cahier d'activités complémentaires, avec des exercices d'art-thérapie que j'ai développés pendant mon propre parcours de guérison. Les enfants pourront utiliser l'art et l'écriture pour explorer leurs propres émotions, comme je l'ai fait. Sophie prit l'un des croquis, l'étudiant attentivement. « C'est révolutionnaire, dit-elle. Vous ne créez pas seulement des livres, mais des outils de guérison. » C'est à ce moment que le téléphone d'Élise sonna. C'était sa mère, appelant à une heure inhabituelle. Son visage à l'écran était marqué par des larmes, mais il y avait un sourire sur ses lèvres. « Ma fille, dit-elle, sa voix émue, j'ai trouvé quelque chose que tu dois voir. J'organisais le grenier et... Eh bien, j'ai trouvé le dernier, manuscrit de ta grand-mère, celui qu'elle écrivait avant de partir. » Élise sentit son cœur s'arrêter un instant. « Le manuscrit du 7e livre ?» demanda-t-elle, contenant à peine son émotion. « Oui, répondit sa mère, et il y a une dédicace pour toi. »« Pour moi ? Mais je n'étais qu'un bébé quand elle... » La dédicace dit « Pour ma petite fille, Élise, qui n'est pas encore née, mais dont je sais qu'un jour elle trouvera les couleurs dans l'eau que j'ai tant aimée. Continue mon histoire, petite. Les couleurs t'attendent. » Le silence qui suivit était chargé d'émotions. Élise regarda ses dessins éparpillés sur la table, la mer au-delà de la terrasse, et finalement François qui l'observait les yeux humides. « Elle savait, » murmura Élise. D'une façon ou d'une autre, elle savait que je continuerais son histoire. La découverte du manuscrit de sa grand-mère donna une nouvelle dimension au projet d'Élise. Sa mère numérisa soigneusement chaque page et les envoya par email, permettant à Élise de plonger dans les derniers mots de sa grand-mère pendant les nuits tranquilles aux Maldives. Le manuscrit était différent de tout ce qu'Élise avait imaginé. Ce n'était pas seulement une histoire pour enfants, c'était une lettre d'amour pour le futur, un guide pour trouver la beauté même dans les moments les plus difficiles. La fille aux couleurs, lisait Élise à haute voix pour François. Un soir, découvrit que sa plus grande force n'était pas de voir les couleurs dans l'eau, mais d'aider les autres à trouver leurs propres couleurs. Parce que parfois, tout ce dont nous avons besoin est quelqu'un qui nous montre que la beauté existe encore, même quand notre monde semble sans couleur. Sophie, en apprenant le contenu du manuscrit, eut une idée révolutionnaire. « Et si nous transformions cela en quelque chose de plus grand ?» suggéra-t-elle lors d'une de leurs réunions matinales. « Pas seulement des livres, mais un projet complet d'art-thérapie pour les enfants ?» La suggestion éveilla quelque chose en Élise. Dans les jours qui suivirent, elle travailla sans relâche, développant un programme qui combinait les éléments des livres avec des activités pratiques. Chaque couleur aurait son propre ensemble d'exercices, inspiré tant par les histoires de sa grand-mère que par son propre parcours de guérison. Le rouge sera pour les jours où nous avons besoin de courage, expliquait-elle, montrant les premières ébauches du matériel. Les enfants pourront créer leurs propres amulettes de protection, comme le fait la protagoniste dans le livre. Le bleu sera pour les moments de tristesse, avec des exercices de respiration et de peinture avec les mains. Le jaune pour célébrer les petites victoires. François observait sa femme avec un mélange de fierté et d'admiration. « Tu crées bien plus qu'un héritage littéraire, dit-il. Tu construis un pont entre des générations de guérison. C'est, durant l'une de ces sessions de planification, qu'Élise reçut un appel inattendu. Qu'une ancienne professeure d'art de son école avait vu en ligne quelques-uns des croquis que Sophie avait partagés sur un blog littéraire. Élise, la voix familière, ramena des souvenirs de temps plus simples. « Je dois te dire quelque chose. Ta grand-mère a été mon professeur d'art pendant un été, bien avant ta naissance. C'est elle qui m'a inspirée à devenir enseignante. » La révélation frappa Élise comme une vague douce, une connexion de plus, un fil invisible de plus, reliant passé et présent. Elle disait toujours que l'art n'était pas seulement créer de la beauté, continua la professeure,
mais créer des espaces sûrs où les gens pouvaient être vrais avec eux-mêmes. Ces mots résonnèrent profondément en Élise. Cette nuit-là, seule sur la terrasse du bungalow, elle commença à écrire une introduction pour le projet complet. Couleurs dans l'eau n'est pas seulement une série de livres. C'est une invitation à plonger en soi-même, à découvrir que nos histoires, aussi difficiles soient-elles, peuvent être transformées en quelque chose de beau. C'est un rappel que la guérison ne vient pas toujours d'endroits attendus. Parfois, elle vient des pages d'un livre, des couleurs d'une peinture ou des vagues douces d'une mer que nous apprenons à ne plus craindre. Sophie, en lisant le texte, le lendemain matin, avait les larmes aux yeux. « Cela va changer des vies », dit-elle simplement. Le projet grandissait organiquement, attirant l'intérêt de professionnels de différents domaines. Une psychologue pour enfants s'offrit pour superviser le développement des exercices d'art-thérapie. Un centre de réhabilitation pour enfants manifesta de l'intérêt pour mettre en œuvre le programme comme projet pilote. Mais ce fut un email de sa mère qui apporta la surprise la plus significative. Elle avait commencé à peindre. « Tes histoires, ma fille, écrivit-elle, m'ont fait me souvenir de quelque chose que j'avais oublié. Avant la dépression, avant tout, je voyais aussi des couleurs dans l'eau. Ta grand-mère m'a appris à peindre quand j'étais petite. Peut-être est-il temps que je récupère aussi cette partie de moi. » Élise montra l'email à François, son cœur débordant d'émotion. « C'est comme si nous guérissions toutes ensemble, » dit-elle doucement. 3 générations trouvant des couleurs différentes dans la même eau. François enlaça sa femme, sentant combien elle avait changé depuis leur arrivée aux Maldives. Ce n'était pas seulement une transformation externe, c'était quelque chose de plus profond, plus fondamental. « Tu n'as pas seulement continué l'histoire de ta grand-mère, dit-il, tu l'as transformée en quelque chose d'entièrement nouveau, quelque chose qui touchera beaucoup plus de vie qu'elle n'aurait pu l'imaginer. » Les derniers jours aux Maldives apportèrent une énergie différente. Le bungalow, auparavant refuge, tranquille, s'était transformé en un studio créatif vibrant. Les murs étaient couverts d'illustrations, d'esquisses et de notes colorées. Élise travaillait avec une intensité sereine, comme si chaque coup de pinceau la rapprochait de quelque chose de plus grand qu'elle-même. Un matin, alors qu'elle organisait ses illustrations avec Sophie, Élise reçut un message inattendu. C'était d'une ancienne collègue de la bibliothèque, Amélie, qui avait vu quelques images du projet partagées en ligne. « Élise, disait le message, tu ne le sais? Probablement pas, mais ta grand-mère a sauvé la vie de ma mère. Dans les années 70, alors qu'elle était enceinte de moi et qu'elle affrontait une dépression sévère, elle a trouvé l'un des livres de ta grand-mère dans une petite librairie. L'histoire sur la petite fille qui voyait des couleurs dans l'eau l'a aidée à continuer. Elle a gardé le livre toutes ces années et me l'a donné quand j'ai commencé à travailler dans la restauration de livres. C'est pour cela que j'ai toujours ressenti une connexion spéciale avec toi, même sans connaître ce lien. » Élise s'assit, étourdie par la révélation. François, qui travaillait sur son ordinateur portable à proximité, remarqua son expression et s'approcha inquiet. « Tout va bien ?» demanda-t-il doucement. « C'est incroyable comme les histoires se connectent, » répondit Élise, lui montrant le message. « Comment de petits actes de création peuvent résonner à travers le temps, touchant des vies que nous n'imaginons même pas. » Sophie, qui était devenue non seulement une éditrice, mais une amie proche, prit l'un des derniers croquis d'Élise, une illustration de 3 femmes de générations différentes, leurs mains entrelacées, formant un arc-en-ciel au-dessus de la mer. « Savez-vous ce qui rend votre travail si spécial ?» demanda Sophie. « Ce n'est pas seulement la technique ou l'histoire en soi, c'est la façon dont vous parvenez à capturer cette toile invisible qui relie les personnes à travers l'art et la douleur partagée. » C'est à ce moment que Marine, l'instructrice de natation, arriva pour le dernier cours d'Élise. Mais au lieu d'aller à la piscine ou à la mer peu profonde, Marine avait une proposition différente. « Aujourd'hui, dit-elle avec un sourire gentil, nous allons jusqu'au récif de corail. Vous êtes prête ?» Élise sentit un frisson dans son ventre. Le récif se trouvait dans une partie plus profonde de la mer, où les eaux étaient d'un bleu intense qui l'avait toujours effrayée. Mais quelque chose en elle avait changé. La peur était toujours là, mais elle n'était plus paralysante. « Je suis prête, répondit-elle, se surprenant elle-même par la fermeté de sa voix.
François et Sophie observèrent depuis la plage tandis qu'Élise nageait aux côtés de Marine vers le récif. Ses mouvements étaient sûrs, confiants. Quand elles arrivèrent au point désigné, Élise plongea. Le monde sous-marin qu'elle découvrit lui coupa le souffle. Des poissons multicolores dansaient entre des coraux qui semblaient peints à la main. La lumière du soleil créait des motifs hypnotiques dans l'eau, comme si la mer elle-même illustrait une histoire. Quand elle émergea, ses yeux brillaient d'une nouvelle lumière. « Je dois peindre ça », dit-elle dès son retour sur la plage, saisissant déjà son carnet de croquis de ses mains tremblantes d'excitation. Pendant des heures, Élise travailla sur une nouvelle illustration. Ce n'était pas seulement ce qu'elle avait vu dans le récif, c'était une fusion entre le monde réel et le monde intérieur qu'elle avait découvert durant son voyage. Dans le dessin, la petite fille qui voyait des couleurs dans l'eau plongeait dans un océan où chaque corail avait une signification spéciale. Il y avait le corail du courage, fait de tons de rouge et d'orange, le corail de la mémoire en ton de bleu profond, le corail de la guérison en délicate teinte de vert. Ce sera le centre du dernier livre, expliqua-t-elle à Sophie, qui observait émerveillée. Le moment où la petite fille comprend, enfin, que les couleurs qu'elle voit dans l'eau ne sont pas seulement des reflets du monde extérieur. Ce sont des reflets de sa propre capacité à transformer la douleur en beauté. Ce soir-là, durant un appel vidéo avec sa mère, Élise partagea l'expérience de la plongée et montra la nouvelle illustration. À sa surprise, sa mère se mit à pleurer. « Ta grand-mère, dit-elle entre les larmes, avait l'habitude de m'emmener plonger quand j'étais toute petite, avant qu'elle ne tombe malade. Elle disait que sous l'eau, on pouvait entendre battre le cœur du monde. Je n'ai jamais vraiment compris ce qu'elle voulait dire, jusqu'à maintenant, en voyant ton dessin. » Pendant que sa mère parlait, Élise réalisa qu'elle complétait non seulement un cycle créatif, mais un cycle de guérison qui traversait des générations. Chaque coup de pinceau dans ses livres était une façon de reconnecter les fils brisés de son histoire familiale, de donner voix à des silences qui avaient duré des décennies. « Maman, dit doucement Élise, que dirais-tu de venir me rendre? Visite quand je rentrerai? Nous pourrions peindre ensemble. J'ai tant d'histoires à te raconter, et encore plus à entendre. » La veille de quitter les Maldives, Élise organisa une petite exposition au centre culturel du resort. Sophie avait suggéré l'idée comme moyen de présenter le projet complet avant leur retour à Paris. Les murs de la galerie furent transformés en un océan de couleurs et d'histoires, chaque illustration soigneusement positionnée pour raconter non seulement l'histoire des livres, mais le voyage qui les avait inspirés. François observait avec fierté, tandis qu'Élise guidait les premiers visiteurs à travers l'exposition. Elle n'était plus la femme timide qui avait besoin de lui, comme intermédiaire avec le monde. Sa voix était ferme, ses yeux brillaient d'une confiance tranquille, tandis qu'elle expliquait la signification derrière chaque illustration. « Cette série représente les 7 couleurs de l'arc-en-ciel », expliquait-elle à un groupe intéressé. Mais ce ne sont pas seulement des couleurs, ce sont des états d'âme, des moments de transformation. Le rouge n'est pas seulement le courage, mais la reconnaissance de notre force intérieure. Le bleu n'est pas seulement la tristesse, mais la profondeur de nos émotions. Parmi les visiteurs se trouvait un groupe d'enfants locaux qui participaient à un programme d'art-thérapie au resort. Leurs yeux écarquillés devant les illustrations étaient la preuve la plus pure qu'Élise avait réussi à créer quelque chose de vraiment spécial. Une des petites filles, qui ne devait pas avoir plus de 7 ans, tira sur le bord de la robe d'Élise. « Vous aussi, vous voyez des couleurs dans l'eau ?» demanda-t-elle avec innocence. Élise s'agenouilla pour être à la hauteur de l'enfant. « Tu sais quoi ?» répondit-elle, avec un sourire doux. « Nous pouvons tous voir des couleurs dans l'eau. Parfois, nous avons juste besoin de quelqu'un qui nous montre comment regarder. » C'est à ce moment que Richard, l'éditeur retraité qui avait découvert Élise des semaines auparavant, entra dans la galerie. Dans ses mains, il portait quelque chose qui fit s'arrêter le cœur d'Élise un instant. C'était une première. Édition d'un des livres de sa grand-mère, qu'il avait réussi à trouver grâce à ses contacts. « J'ai pensé que vous aimeriez voir ceci, » dit-il, lui remettant le livre avec soin. « C'est l'un des rares exemplaires qui existent encore. » Élise ouvrit le livre d'une main tremblante. Les illustrations, bien que fanées par le temps, portèrent toujours une énergie vibrante. Mais c'est à la dernière page qu'elle trouva quelque chose d'extraordinaire, une note manuscrite de sa grand-mère. Pour celui qui trouvera ce livre, les couleurs sont toujours là,
même dans les jours les plus gris. Parfois, nous devons juste plonger un peu plus profondément pour les trouver. Et quand nous les trouvons, c'est notre responsabilité de les partager avec le monde. Parce que peut-être, quelque part, quelqu'un a besoin exactement de la couleur que nous seuls pouvons voir. Sophie, qui s'était approchée pour voir le livre, remarqua les larmes dans les yeux d'Élise. « Ce n'est pas une fin, dit-elle doucement, c'est juste un commencement. » Ce soir-là, après l'exposition, Élise, François, Sophie et Richard s'assirent sur la plage pour un dernier dîner sous les étoiles. La mer était calme, reflétant le ciel étoilé comme un miroir infini. « Quand nous rentrerons, commença Élise, sa voix portant une nouvelle détermination, je veux transformer la bibliothèque où je travaille en quelque chose de plus. Pas seulement un lieu pour restaurer de vieux livres, mais un espace où les gens peuvent découvrir leurs propres couleurs. » François sourit, reconnaissant dans cette idée la même force douce qui l'avait fait tomber amoureux d'elle. « Comment imagines-tu cela » demanda-t-il. « Un atelier d'art-thérapie, expliqua Élise, ses yeux brillants de possibilités. Un endroit où enfants et adultes peuvent utiliser l'art pour exprimer ce que les mots ne peuvent pas toujours dire. Où les livres ne sont pas seulement des histoires à lire, mais des portes vers l'auto-guérison. » Sophie prit immédiatement sa tablette, commençant à prendre des notes. « Nous pouvons intégrer cela au lancement des livres, » suggéra-t-elle. « Créer un réseau d'espaces similaires dans d'autres bibliothèques. Et pas seulement des bibliothèques, » ajouta Richard. « Des hôpitaux, des écoles, des centres communautaires. Il y a tant de personnes qui ont besoin de trouver leur propre couleur. » Élise regarda la mer nocturne, pensant à combien sa vie avait changé depuis son arrivée ici. Ce n'était pas seulement une question de surmonter la peur de l'eau ou de découvrir son talent artistique. Il s'agissait de trouver sa véritable voie, son but. « Tu sais ce qui est le plus incroyable ?» dit-elle, entrelaçant ses doigts avec ceux de François. « Quand je suis arrivée ici, je pensais avoir besoin d'être sauvée. Mais ce que j'ai découvert, c'est que nous avons tous le pouvoir de nous sauver nous-mêmes et d'aider les autres à trouver leur propre chemin vers la surface. » Le retour à Paris apporta avec lui une énergie différente. La bibliothèque, qui semblait auparavant un refuge loin du monde, apparaissait maintenant comme un portail de possibilités. Élise, portant ses illustrations et le projet complet des 7 livres, voyait l'espace avec de nouveaux yeux. La directrice de la bibliothèque, Madame Leclerc, une dame aux cheveux gris et au sourire bienveillant, écouta attentivement, tandis qu'Élise présentait sa proposition de transformer l'une des salles les moins utilisées en atelier d'art-thérapie. « Ce ne serait pas seulement un endroit pour peindre », expliquait Élise, ses yeux brillants d'enthousiasme. « Ce serait un espace où les gens pourraient découvrir leurs propres histoires à travers l'art, comme j'ai découvert la mienne. » Madame Leclerc retira ses lunettes de lecture, les nettoyant pensivement. « Savez-vous, Élise, commença-t-elle, votre grand-mère faisait quelque chose de similaire ici. » Élise se figea. « Comment ça ?»« Oh, c'était il y a longtemps, bien sûr, avant votre naissance. Elle venait les samedis et donnait des cours d'art aux enfants. Ce n'étaient pas des cours ordinaires. Elle avait une façon particulière de faire sentir à chaque enfant qu'il était vu, compris. Elle disait toujours que chaque personne porte un océan en elle. » La révélation frappa Élise comme une vague douce, une connexion de plus, un fil invisible de plus reliant passé et présent. Sa grand-mère n'avait pas seulement écrit sur le fait de voir des couleurs dans l'eau, elle avait créé des espaces réels où d'autres pouvaient découvrir leurs propres couleurs. François, qui accompagnait Élise durant cette première semaine de réadaptation, perçut l'émotion dans ses yeux. « Peut-être, » suggéra-t-il doucement, « complètes-tu plus qu'une histoire. Peut-être rallumes-tu une lumière qui n'aurait jamais dû s'éteindre. » Le projet fut approuvé avec enthousiasme, non seulement par Madame Leclerc, mais par tout le conseil de la bibliothèque. La salle choisie, un espace vaste avec de grandes fenêtres donnant sur un petit jardin, commença sa transformation. Élise travailla sans relâche à la décoration, créant un environnement qui reflétait l'essence de ses livres. Les murs furent peints en tons doux rappelant la mer des Maldives. Des étagères furent installées pour abriter non seulement des livres d'art, mais aussi du matériel, pour les ateliers qu'elle prévoyait d'organiser. Un après-midi, alors qu'elle organisait les pinceaux et les peintures, Élise reçut une visite inattendue. C'était Amélie, son ancienne collègue de la bibliothèque, qui avait envoyé un message révélateur aux Maldives. « J'ai apporté quelque chose pour toi, dit Amélie,
tendant un paquet enveloppé dans du papier brun. À l'intérieur se trouvait le livre de sa grand-mère, celui qui avait sauvé la mère d'Amélie tant d'années auparavant. « Nous avons pensé qu'il appartient maintenant à cet endroit », expliqua Amélie, sa voix douce. « Maman dit que d'autres personnes doivent avoir la chance de trouver de l'espoir dans ces pages, comme elle l'a trouvé. » Élise feuilleta le livre avec un soin révérencieux. Les pages étaient marquées par le temps et l'amour, avec de petites annotations dans les marges faites par la mère d'Amélie. Chaque note était un témoignage du pouvoir transformateur qu'une histoire peut avoir. « Je vais le placer dans un endroit spécial », promit Élise, visualisant déjà une petite étagère dédiée à la mémoire de sa grand-mère. Sophie, qui avait voyagé de Londres pour suivre le développement du projet, arriva à ce moment-là avec d'autres nouvelles. Les maisons d'édition étaient en effervescence, avec la proposition des 7 livres, surtout après avoir vu les résultats de l'exposition aux Maldives. « Mais il y a plus », dit Sophie, contenant à peine son excitation. Plusieurs bibliothèques à travers le pays ont manifesté de l'intérêt pour reproduire votre projet d'art-thérapie. Elles veulent créer un réseau d'espaces de guérison par l'art. Élise s'assit, sentant le poids de ses possibilités. « Comment vais-je gérer tout cela ?» demanda-t-elle, plus à elle-même qu'aux autres. Ce fut François qui répondit, sa voix portant cette certitude tranquille qui l'apaisait toujours. « De la même façon que tu as appris à nager, un mouvement à la fois, en faisant confiance. Que l'eau te soutiendra. » Ce soir-là, seule dans son nouvel atelier, Élise commença à planifier le premier cours. Tout en dessinant le calendrier des activités, elle réalisa qu'elle créait bien plus qu'un programme d'art-thérapie. Elle construisait un espace où les gens pouvaient se permettre d'être vulnérables, où ils pouvaient découvrir que leurs histoires, aussi difficiles soient-elles, méritaient d'être racontées. Et dans chaque planification, dans chaque détail, il y avait un peu de la petite fille qui emportait des livres au bord de la mer, un peu de la femme qui avait appris à nager aux Maldives et beaucoup de l'artiste que sa grand-mère avait toujours su qu'elle serait. L'inauguration de l'atelier d'art-thérapie était prévue pour un samedi ensoleillé de printemps. Élise avait choisi cette date spécifiquement parce que c'était l'anniversaire de sa grand-mère. La salle, maintenant transformée en un espace accueillant et vibrant, était prête à recevoir ses premiers visiteurs. Les murs n'exposaient pas seulement les illustrations des livres en développement, mais aussi d'anciennes photographies que Madame Leclerc avait trouvées dans les archives de la bibliothèque, des images de sa grand-mère enseignant l'art à des enfants dans le même espace des décennies auparavant. La première surprise de la journée arriva avant même l'inauguration officielle. Sa mère, qui avait promis de participer seulement par vidéo en raison de son anxiété sociale, apparut à la porte de l'atelier, portant une vieille boîte. « Je ne pouvais pas ne pas venir, » dit-elle, ses yeux brillants d'un mélange de nervosité et de détermination. « Certaines histoires doivent être racontées personnellement. » La boîte contenait des dizaines de dessins, pas seulement ceux d'Élise enfant, mais aussi les premiers travaux artistiques de sa mère, guidés par la grand-mère. C'étaient des peintures simples, mais pleines de vie et de couleurs, montrant un talent qui avait été étouffé par la dépression. « J'ai recommencé à peindre », confessa sa mère, sortant de son sac un petit carnet de dessins. « Au début, c'était difficile, mes mains tremblaient tellement. Mais chaque fois que je prenais le pinceau, je sentais comme si ta grand-mère était avec moi, me guidant à nouveau. » Élise serra sa mère dans ses bras, sentant combien elle était différente, plus forte, plus présente. L'odeur familière de son enfance était maintenant mêlée de peinture et d'aquarelle. Les activités commencèrent avec un petit groupe, seulement 10 personnes, dont quelques enfants du quartier, et des adultes qui s'étaient inscrits après avoir lu sur le projet dans le journal local. Élise avait soigneusement planifié chaque moment, mais la réalité dépassa toutes ses attentes. L'une des participantes était une dame de 70 ans qui n'avait jamais peint de sa vie. « J'ai toujours pensé qu'il était trop tard pour commencer, dit-elle, ses mains ridées tenant un pinceau avec un soin révérencieux. « Il n'est jamais trop tard pour trouver vos couleurs, » répondit Élise, la guidant doucement à travers son premier exercice de peinture. François observait tout depuis un coin de la salle, émerveillé par la transformation de sa femme. Élise se déplaçait parmi les participants avec une grâce naturelle, comme si elle était née pour ce rôle. Ce n'était plus la femme qui avait besoin de se cacher derrière les livres. C'était une artiste,
une conservatrice d'histoire, une gardienne de couleurs. Sophie, qui avait amené quelques éditeurs intéressés par le projet, ne pouvait contenir son enthousiasme. « C'est bien plus grand que les livres », murmura-t-elle à François. « C'est un mouvement de guérison par l'art. » L'après-midi avançait, et les histoires commençaient à couler avec les couleurs. Une fille de 12 ans révéla qu'elle aussi voyait des couleurs différentes dans l'eau quand elle était triste. Un monsieur raconta comment l'art l'avait aidé à surmonter la perte de sa femme. La mère d'Élise, à la surprise de tous, s'offrit pour partager son propre parcours de redécouverte à travers la peinture. C'est durant une pause qu'Élise trouva un billet plié dans sa trousse de pinceaux. L'écriture était celle de sa mère. « Ma chère fille, aujourd'hui, en te voyant dans cet espace, j'ai finalement compris quelque chose que ta grand-mère disait toujours. L'art n'est pas seulement créer de la beauté, c'est créer des ponts entre des cœurs blessés. Tu as construit ce pont, Élise, pas seulement entre nous trois, toi, moi et ta grand-mère, mais entre toutes les personnes qui trouveront la guérison à travers les couleurs que tu les aides à découvrir. Je me suis toujours senti coupable d'avoir été une mère absente, d'avoir laissé la dépression voler tant de moments précieux. Mais aujourd'hui, en voyant comment tu as transformé notre histoire de douleur en quelque chose de si beau et significatif, je réalise que peut-être tout est arrivé exactement comme il le devait. Ta grand-mère disait que certaines personnes naissent avec un don spécial, pas seulement de voir la beauté, mais d'aider les autres à la trouver en eux-mêmes. Tu as ce don, ma fille, et maintenant, finalement, je suis prête à redécouvrir le mien. Élise garda le billet près de son cœur, sentant qu'un cercle très ancien se fermait enfin. Elle regarda autour de la salle, les personnes immergées dans leur création, sa mère aidant un enfant avec sa peinture, François qui l'observait avec amour et fierté. À ce moment, elle sut avec certitude, elle ne continuait pas seulement l'histoire de sa grand-mère, ou ne guérissait pas seulement les blessures de sa propre enfance. Elle créait quelque chose de nouveau, quelque chose qui transcendait les générations.